Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine pour votre journal télévisé local. Nous sommes le vendredi 18 mars, voici les titres du jour. Rencontre tout d'abord avec des étudiants de l'IUT de Vélizy. Direction ensuite la médiathèque avec sa conférence débat sur les jeunes et les écrans. Nous reviendrons ensuite sur le premier tour des élections législatives partielles. Et enfin, nous parlerons de compostage. Savez-vous ce qu'est une Game Jam ? Eh bien nous l'avons découvert le week-end dernier en allant à la rencontre de 14 étudiants de l'IUT de Vélizy. Ils ont décidé de relever un défi technologique étonnant et qui force l'admiration, Image. Si ces étudiants ont l'air extrêmement concentrés, c'est car ils s'apprêtent à relever un défi de taille, une Game Jam. Les participants regroupés en équipe doivent créer des jeux vidéo dans un temps limité, ici 48 heures, avec une seule vocation, que ces jeux soient conçus pour des enfants syriens réfugiés. Ça vient de la Norvège, qui a lancé un gros projet avec un énorme financement, puisqu'il s'agit d'un projet à 1,7 million d'euros, qui s'appelle EduApp for Syria. L'idée, c'était à la base de faire une application éducative pour les enfants syriens entre 6 et 10 ans, qui sont dans les camps de réfugiés dans les pays limitrophes à la Syrie, donc Turquie, Liban, Irak, etc. Et qui du coup ne seront pas ou très peu scolarisés. Ils voulaient faire une application en partant de l'idée que d'après leurs sondages et leurs études, 86% des enfants syriens dans ces camps ont accès, au moins de temps en temps, à des smartphones. Et donc ils se sont dit, ben voilà, utilisons ça pour apporter l'école, ou en tout cas une certaine forme de confort, en attendant qu'elle arrive jusqu'à eux, pour pas qu'ils perdent 4 ans, comme ça a été le cas jusque-là, puisqu'il y a des enfants qui sont dans des camps de réfugiés depuis 4 ans. Au lieu de réaliser des applications, les étudiants de l'IUT de Vélizy ont préféré détourner le challenge vers des jeux vidéo. Le jeu, c'est une activité fondamentale, même pas chez l'être humain, chez les mammifères. Les petits chiens jouent pour jouer, etc. Et c'est un truc interculturel, du coup, qui marche pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être éduqué pour jouer, même si jouer, ça s'apprend aussi. Et le bon côté, c'est que vu que tout le monde peut jouer, même nos étudiants ici qui n'ont pas la même culture que les enfants syriens qui sont là-bas, ils peuvent quand même faire des jeux pour eux qui risquent de faire quelque chose. Une jolie et louable démarche innovante et humanitaire, saluée par le directeur de l'IUT de Vélizy, mais également par l'association France-Syrie. C'est une très bonne initiative afin de promouvoir un petit peu le jeu vidéo pour des enfants qui n'ont pas la possibilité de pouvoir réaliser ce genre de choses, jouer avec ces jeux vidéo comme pourrait le faire un petit Français. C'est génial, je voudrais faire ce que je peux pour aider. Je trouve que cette initiative est très importante pas seulement pour les gens qui sont venus en France, aussi la majorité de gens qui souffrent de la situation, c'est les enfants qui étaient déplacés. Si on arrive à faire un jouet qui donnait les informations en même temps amusé, c'est l'objectif. Pour l'heure, place au travail, à la réflexion et au bouillonnement, avec déjà des idées qui commencent à germer. J'ai discuté déjà avec quelqu'un et c'est vrai que comme leur quotidien n'est pas forcément des plus faciles, nous on a l'habitude de faire des jeux où il y a des obstacles, choses comme ça, et même on nous parle de notions de jeu de bien-être, mais c'est vrai que nous, notre bien-être, on n'a pas forcément la même notion non plus qu'eux. Et là, du coup, j'ai parlé rapidement, mais on pensait peut-être à un jeu d'exploration où, du coup, ils pourraient se sentir un peu libres dans la nature, évoluer un peu comme ils veulent et rencontrer des petits personnages, des petits objets qui puissent leur apprendre du coup des petites notions pour leur âge en fait, parce que c'est des enfants de 6 à 10 ans. On imagine les jeux à notre manière, mais il faut essayer de se mettre aussi à ce qui eux leur plairait et ce qui eux leur changerait un peu les idées, parce qu'après ce qu'ils ont vécu, c'est pas forcément facile. Et puis en même temps, comme on pensait essayer de leur apprendre un peu des langues, donc peut-être juste mettre le jeu en différentes versions avec des mots-clés comme jouer en 3 langues différentes. Ainsi, 4 jeux naîtront de cette Game Jam et passeront devant un jury de professionnels français pour être évalués avant d'être jugés par le grand lanceur du défi. Tous les projets, on va les soumettre à EduApp for Syria, donc le projet de la Norvège. Après, on ne s'attend pas à avoir le projet à 1,7 million d'euros parce que c'est quand même beaucoup plus pensé pour des entreprises. Par contre, ce qu'on espère, c'est que ça va pouvoir inspirer des entreprises, peut-être des associations, et puis de toute façon faire plaisir aux enfants, même si c'est des petits jeux, tout de suite, et ils sont disponibles dès maintenant et gratuits.
Les jeux sont en effet déjà disponibles en téléchargement sur les différents Play Store ou Apple Store des smartphones. Un pari réussi pour ces étudiants releveurs de challenge. Le prochain en date se situera outre-Atlantique. La médiathèque, en partenariat avec le CLSPD de Vélizy, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, a organisé samedi dernier pour les parents une conférence débat sur l'impact des écrans et des nouvelles technologies sur les jeunes. Elle était animée par Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialiste du sujet. Alors, la ville de Vélizy m'a demandé d'intervenir sur les jeunes et les écrans, parce que c'est une demande qui est de plus en plus fréquente. Les parents sont vraiment démunis par rapport à ces questions et on voit de plus en plus de besoins en fait, de réponses. Ce qui inquiète les parents, c'est un petit peu de tout. C'est les écrans au sens très très large. Ils trouvent que les enfants passent beaucoup trop de temps sur les écrans, qu'ils sont trop exposés et souvent finalement ils savent pas vraiment ce qu'ils font. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup sur les jeux vidéo, ils sont beaucoup sur YouTube, sur les plateformes de vidéos. Les parents sont très inquiets toujours de la consommation des écrans, mais dès qu'on réussit à mettre le doigt un petit peu plus précisément en fait sur ce qui se cache derrière cette consommation, sur est-ce que c'était une demande d'attention, est-ce que c'est un enfant hyperactif, est-ce que c'est un enfant surdoué qui a besoin finalement d'avoir son cerveau occupé, est-ce qu'il a besoin de rêver à un moment parce que c'est compliqué à l'école, qu'il est en échec social avec ses copains, est-ce que un adolescent s'est pris un râteau tout simplement et qu'il a besoin de s'enfermer dans les jeux vidéo. Tout ça c'est des choses qu'il faut absolument décrypter puisque c'est pas juste de la consommation d'écran. Ça vient toujours révéler quelque chose qui est plus profond. Donc des fois c'est juste qu'on a besoin de se divertir parce que l'école, c'est compliqué aussi à force. Donc voilà, se divertir un petit peu, ça fait du bien. Et des fois ça vient cacher des choses qui sont plus problématiques, ça vient cacher des malaises. Et les parents, il faut absolument qu'ils arrivent à identifier finalement qu'est-ce que mon ado est en train de me dire, qu'est-ce que mon enfant est en train de me dire à travers son comportement excessif. Un comportement excessif n'est pas un symptôme. Un comportement excessif, c'est un révélateur de quelque chose qui ne va pas. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de décrypter quels sont les différents usages, finalement, sur quoi il faudrait s'interpeller et surtout d'accompagner ces différents usages puisque un enfant a besoin qu'on soit avec lui, peu importe s'il est dans la rue ou s'il est dans la rue numérique. Chaque famille est différente, donc en fait, chaque solution va être trouvée par chaque famille. C'est très compliqué de réussir à dire des généralités finalement sur les usages numériques puisque c'est comme le livre, c'est comme le cinéma, c'est comme tous les autres médias. Finalement, on a des appétences pour certains médias, on a des appétences pour certains auteurs. Le jeu vidéo, par exemple, c'est pareil. On a tendance à avoir toujours les mêmes jeux vidéo qui sont placardés avec les publicités, qui sont pas forcément toujours très adaptés aux enfants, alors qu'il existe des merveilles françaises qu'on ne connaît pas du tout et dont on ne parle jamais. Donc moi, j'essaye aussi d'orienter vers des usages qui sont peut-être un petit peu plus pertinents ou en tout cas de proposer des détournements de certains jeux, par exemple, ou de certains usages quotidiens pour réussir à développer des compétences, développer des apprentissages, développer la culture, les connaissances, parce que c'est des milieux qui sont très très riches en termes de créativité et de connaissances, mais on a tendance à pas accompagner du tout les enfants en termes de transfert de compétences. Il y a les compétences numériques et les compétences réelles. Tout ça, c'est très cloisonné, alors que pour moi, les deux vont ensemble et que finalement, c'est en accompagnant les usages numériques des jeunes qu'on va réussir à avoir un impact sur le réel et sur leur positionnement en fait. Dimanche dernier se déroulait le premier tour des élections législatives partielles de la seconde circonscription. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les résultats exacts des 9 candidats en lice, petite piqûre de rappel. Voici les résultats du premier tour de l'élection législative partielle de dimanche dernier dans la deuxième circonscription des Yvelines. Étaient inscrits 84 197 personnes, ont voté 24 626, exprimé 24 152, abstention 59 571, qui représente quand même plus de 70% des inscrits. Les résultats sont Pascal Thévenot avec 46,5% admis au second tour, Tristan Jacques 12,98% admis au second tour, Benjamin Lacombe 9,56%, Vincent Collot 9,38%, Juliette Nitekis-Niter 7,27%, Max Alain Obadia 4,88%, Didier Blanchard 4,32%, Colette Gergen 3,58%, Jérémy Bizet 1,98%. Versailles Grand Parc, votre nouvelle communauté d'agglomération, a à cœur de vous initier au développement durable et aux bonnes pratiques écologiques. Jeudi soir était organisée une réunion d'information sur le compostage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que composter, ça ne s'improvise pas. Chaque année, Versailles Grand Parc réalise 7 à 8 sessions sur son territoire pour initier ses administrés au compostage. Des composteurs en plastique de 400 litres sont ensuite offerts aux participants. Le 17 mars, c'était le tour de Vélizy.
Versailles Grand Parc fait la promotion du compostage de proximité parce que ça permet de sensibiliser les habitants à la réduction des déchets, de leur fournir un moyen de participer à la réduction des déchets, un composteur pour y mettre une partie de leurs déchets de cuisine et de déchets de jardin. C'est très pédagogique et à terme évidemment on espère qu'avec ce type d'opération, plus les autres actions de prévention des déchets, puisque ça s'inscrit dans le programme local de prévention, on espère qu'on va réussir à réduire les quantités d'ordures ménagères qui sont collectées et traitées. Ce n'est pas uniquement le compostage qui va permettre ça, c'est plein d'actions qui, mises bout à bout, permettent de réduire un peu les quantités et donc de faciliter le traitement. Composter se révèle toutefois bien plus difficile qu'il n'y paraît. Tous les déchets n'ont pas leur place dans un composteur. Pour composter correctement et facilement dans son jardin, on va composter essentiellement des déchets végétaux. On va éviter tout le reste parce que c'est compliqué. Donc ça peut être toutes les épluchures, tous les restes de fruits et légumes qu'on a à la cuisine, le marc de café, les sachets de thé, les litières de petits rongeurs herbivores, quelques mouchoirs et sopalins, des boîtes d'œufs en carton. Et les déchets de jardin, ça sera des mauvaises herbes qui ne sont pas à graines, des fleurs fanées, des déchets de potager. Voilà. C'est ce qu'on va pouvoir mettre dans son composteur. On va éviter la tonte, on va éviter les branchages s'ils ne sont pas broyés parce que c'est trop volumineux et la tonte c'est très compliqué à composter. Ensuite, pour composter correctement, on va équilibrer. On va mélanger des déchets humides, donc par exemple les épluchures avec des déchets secs, des feuilles mortes, ou des copeaux de bois, ou des branchages broyés. On va mélanger à volume équivalent et c'est ce mélange dans le composteur qui va apporter les bonnes conditions pour que ça marche et pour obtenir à la fin, au bout d'une dizaine de mois, du compost de bonne qualité. Au-delà de ces réunions d'information, Versailles Grand Parc organise également des ateliers pratiques avec les habitants qui ont reçu un composteur. Ils sont invités à amener un échantillon de leur compost pour vérifier que la méthode écologique est bien acquise. Un coup d'œil sur votre agenda du week-end maintenant, avec la rencontre de l'artiste canadien Biz samedi à 15h30 à la médiathèque. Il a notamment été lauréat du prix littéraire France-Québec 2015. Dimanche, un peu de sport de 9h30 à 18h avec les Olympiades du Tennis Club. Parents et enfants sont invités à venir s'affronter sur différentes épreuves. Enfin, dimanche également, n'oubliez pas le second tour des élections législatives partielles. Ce JT est maintenant terminé, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition. Bon week-end à tous! À bientôt sur Vélizy TV.